Salut tout le monde, c'est votre ami Buzz Show de l'actualité en temps réel basé sur les faits. Aujourd'hui, je vous apporte une petite scoop du candidat républicain, M. Donald Trump, pour vous parler un peu que c'est le bon choix pour toute la planète par rapport à tout ce qui se dit sur lui comme étant raciste et autres, que ce n'est pas un bon président. C'est totalement faux. Les fake news et les médias mainstream ne veulent plus qu'il soit à la tête des États-Unis, alors que cet homme, il est bon pour l'humanité, parce que c'est une porte entre nous et le nouvel ordre mondial, parce qu'il combat l'état profond qui est synonyme du nouvel ordre mondial. Monsieur Trump, tous les médias mainstream, le nouvel ordre mondial, de même que l'état profond, ils disent qu'il est un raciste, alors que c'est totalement faux. Lui qui a donné la voix à la communauté noire américaine, les a reconnus comme étant un citoyen américain comme tout autre. Lui qui lutte pour éradiquer le trafic d'enfants ou le trafic d'êtres humains sur la terre, à qui profite l'état profond. Lui, M. Trump, est un président de paix. Il aurait dû avoir le prix Nobel de paix maintes fois, maintes reprises. Ils ne veulent pas ça. Car lui, il lutte pour la liberté, la souveraineté des nations et des peuples. Oui, M. Trump, c'est un humaniste, mais pas un mondialiste. Il est là pour la liberté et il combat ça jusqu'au bout. Regardez toutes les foules lors de ses campagnes pour sa réélection.
Bon, le premier point, le voici. Monsieur Trump combat l'État profond. Regardez cette interview. Voici un extrait de l'interview réalisée par Cheryl Atkinson le 22 mai 2020 à la Maison-Blanche. Cheryl Atkinson est 5 fois lauréate du Emmy Award et lauréate du prix Edward R. Murrow pour ses reportages d'investigation. Elle travaille aujourd'hui avec une équipe de journalistes primés. Full Measure est diffusé dans 43 millions de foyers et sur 162 stations du groupe Sinclair Broadcast, dont ABC, CBS, NBC, Fox, CW, MyTV, Univision et Telemundo. Et pourtant, cela n'empêche pas Facebook de censurer cette interview. C'est-à-dire qu'il la supprime des murs et des groupes, puis bloque les comptes qui la partagent. Selon Facebook, cette vidéo serait une violation des standards de la communauté. Voyons ensemble de plus près quels sont ces standards. Selon l'avis de Facebook, dont tout le monde se contrefout, le président des États-Unis serait coupable par son discours d'un des motifs suivants: activité terroriste, haine organisée, meurtre de masse ou en série, traite des personnes, très ironique lorsque l'on sait tout ce que l'administration Trump a mis en œuvre pour lutter contre le trafic d'êtres humains, ou pour finir, de violence ou activité criminelle organisée. Vous aurez compris que tout ceci est frauduleux et ne correspond en rien avec le contenu de cette interview que vous allez voir, qui, je vous le rappelle, a été réalisée par une journaliste dont le sérieux n'est plus approuvé. Beaucoup d'actes répréhensibles présumés ont été découverts récemment par le FBI et des officiels du renseignement, jusqu'à ce que vous nommiez Richard Grenell directeur par intérim du renseignement national. Les journalistes, les membres du Congrès et de la société civile ont insisté pour voir ces informations, et ce depuis 3 ans. Mais elles ont été cachées. Qu'en pensez-vous? Parce qu'elles ont été cachées par des personnes travaillant pour votre administration. Richard Grenell est une superstar. Il a eu le cran et le courage de faire ce qu'il a fait. Nous avons une autre superstar qui arrive, comme vous le savez, John Ratcliffe. Il vient d'être approuvé hier et il prendra la relève mardi. Richard Grenell a fait l'un des meilleurs travaux que je n'ai jamais vus. En peu de temps, il les a exposés comme étant corrompus. Regardez, ils ont essayé de faire tomber un président des États-Unis illégalement. Tout est illégal. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Nous espérons que Bill Barr va être aussi bon que nous le pensons, parce que c'est un grand gentleman, un grand homme. Il doit utiliser cette information et faire ce qui est juste. Il fera ce qui est juste. Bill Barr fera ce qui est juste. Mais ce que Richard Grenell a fait pour ce pays est incroyable. Pourquoi a-t-il fallu Richard Grenell? Vous aviez d'autres personnes qui travaillaient dans votre administration. Parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. Dan Coats n'aurait jamais dû laisser ça arriver. Dan Coats est resté là pendant 2 ans et n'a pas fait son travail. Il a ensuite été remplacé par une bonne personne issue des militaires, mais il n'était là que pour une courte période. Et je suis tellement déçu que Dan Coats n'ait pas fait son travail. Jeff Sessions était un désastre en tant que procureur général. Il n'aurait jamais dû être procureur général, il n'est pas qualifié. Il n'est pas mentalement qualifié pour être procureur général. Il était le plus gros problème. Ce que je veux dire, c'est que Jeff Sessions a mis des gens en place qui ont été un désastre. Ils ont toujours eu le département de la justice, mais ils l'ont gardé sous Jeff Sessions. Et toute cette affaire russe est une arnaque. Pensez-y, ils ont dépensé 45 millions de dollars pour enquêter pendant 2 ans et demi et ils n'ont rien trouvé. Pas de collusion. Un de mes amis, très intelligent, un grand homme d'affaires, m'a appelé, il m'a dit: tu dois être la personne la plus honnête du monde. Ils t'ont scruté sur des années et des années. Ils ont interrogé des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Des millions d'appels téléphoniques et pas un seul à la Russie. Certaines de ces personnes, et je le dis fièrement, je ne suis venu à Washington que 17 fois dans ma vie. Et la 18e fois que je suis venu, c'était en tant que président des États-Unis. J'ai eu une belle vie, j'ai bien réussi et beaucoup de bonnes choses sont arrivées. Maintenant, que s'est-il passé? Je ne connaissais personne à Washington, et que ce soit Jeff Sessions qui était une erreur, ou Dan Coats qui était une erreur de recrutement, mais c'est surtout Jeff Sessions qui était une grosse erreur. Coats est resté là et n'a rien fait du tout. Lorsque vous regardez ce qu'a accompli Richard Grenell en 8 semaines, et ces gens n'ont rien fait pendant 2 ans et demi alors qu'ils auraient dû révéler ce scandale. Certaines personnes m'ont beaucoup déçu et d'autres ont fait un travail phénoménal. Mais que suis-je en train de faire? Je combats l'État profond. Je combats le marais. Et j'ai dit que j'étais en train de le faire. Je les expose. Je pense que si cela poursuit son cours, et Ratcliffe est formidable, si cela poursuit son cours, alors j'ai une chance de briser l'État profond. C'est un groupe de gens malsains, c'est très néfaste pour notre pays, et ce n'était jamais arrivé auparavant.
Vous êtes aussi une victime de l'état profond. Ça ne me fait pas plaisir de vous dire cela, mais que vous en soyez consciente ou non, ils vous ont maltraité pendant des années, et c'est le cas pour bien des personnes. Ils ne pensaient pas que je gagnerais, et j'ai gagné. Ils ont essayé de me destituer. C'était leur police d'assurance. Il arrive à gagner, mais si ce n'était pas le cas, nous avons un plan B. Mais je les ai battus sur leur plan B, et maintenant, ils se retrouvent exposés. James Comey est un flic ripou. McCabe est un sale type. Ce sont tous des sales types. Lisa Page et Strokes, ce sont les deux amants, n'est-ce pas? Ils ont utilisé des serveurs publics parce qu'ils voulaient que personne ne les voie, leurs conjoints, etc., qu'ils voient qu'ils aient une relation. Et parce qu'ils ont agi ainsi, ils se sont fait prendre. Des choses incroyables se sont déroulées. Ils ont falsifié des documents. On les a attrapés. Ils avaient des gens qui falsifiaient des documents. J'aimerais que tout ceci aille plus vite. Je vais être honnête avec vous. Pour moi, je n'ai pas besoin d'informations supplémentaires. Je suis délibérément resté en dehors de tout ça. En dehors du fait d'avoir nommé des gens, je ne me suis pas impliqué. Mais je peux vous dire que ce qu'ils ont fait, si cela eût été le président Obama, si cela avait été un démocrate à la place d'un républicain, des gens seraient déjà en prison depuis 2 ans. Beaucoup de gens seraient déjà en prison depuis 2 ans, avec des peines de 50 ans. 50 ans. Mais on les a attrapés. Maintenant, espérons que Bill Barr va agir. Et vous savez, d'autres affaires vont sortir. Bien des choses vont sortir. Mais on n'en a même pas besoin. Ce qu'ils ont fait est si corrompu. Ils ont essayé de destituer un président des États-Unis dûment élu. Cette fois-ci, c'était moi. Et nous ne pouvons permettre que cela se reproduise. Je tiens tous à vous remercier pour votre présence alors que nous célébrons le 20e anniversaire de la loi sur la protection des victimes de trafic d'êtres humains. C'est si important. Il y a 20 ans, cette nation a franchi une étape historique dans la protection des victimes de cette forme d'esclavage moderne ici, aux États-Unis et partout dans le monde. Mon administration est engagée à 100% dans l'éradication du trafic d'êtres humains de la surface de la Terre. Maintenant, voici la preuve de s'agir pour éradiquer les trafics d'êtres humains que vous ne dans pourriez la jamais surface imaginer de être la possible Terre. dans une ère moderne. Un niveau d'horreur incroyable. Et je voulais donc remercier Ivanka pour ce problème sur lequel elle s'est véritablement concentrée. Merci. Nous sommes également honorés d'avoir avec nous plusieurs survivants extraordinaires, victimes du trafic d'êtres humains. Et je tiens à tous vous remercier d'être venus. Et vous viendrez quand nous signerons, ce sera un grand honneur de vous dire bonjour et de vous serrer la main. Votre courage nous inspire vraiment. Je veux juste vous le faire savoir. Comme les hommes et les femmes ici présents le savent, le trafic d'êtres humains est un problème partout. C'est un problème mondial. Le trafic d'êtres humains est pire que jamais. Et c'est à cause d'Internet. J'ai entendu Bill Barr et j'ai entendu d'autres personnes dire qu'Internet a causé beaucoup de bonnes choses, mais aussi de très mauvaises choses. Et c'est probablement la pire des mauvaises choses. C'est une chose inimaginable. On estime à 25 millions le nombre de personnes dans le monde aujourd'hui détenues en captivité, manipulées et maltraitées par des trafiquants d'êtres humains. Rien qu'en 2018, le National Human Trafficking Hotline a identifié plus de 23 000 victimes de trafic d'êtres humains aux États-Unis. 65% de ces victimes étaient des femmes. Plus d'un cinquième étaient des enfants. Les trafiquants d'êtres humains s'attaquent à nos citoyens et aux personnes les plus vulnérables. Ils sont vicieux, ils sont violents. Mon administration combat ces monstres, les persécute et les poursuit, et les enferme pendant très, très longtemps. Nous avons eu un excellent bilan, le meilleur bilan depuis longtemps. Nous démantelons les organisations criminelles qui rendent possible le trafic d'êtres humains à grande échelle. Au cours de mon premier mois à la Maison-Blanche, j'ai demandé aux agences fédérales de sortir et de faire ce qu'ils ont à faire. Tous les ministères fédéraux font ce qu'ils doivent faire pour identifier et détruire ces groupes. Et nous en détruisons beaucoup. Malheureusement, ils reviennent très rapidement sous une forme différente. En 2018, le ministère de la Justice a fermé le plus gros site de trafic sexuel en ligne. Le département de la justice a poursuivi un nombre de crimes violents qui maintenant est un nombre record. Au cours des 3 dernières années, l'ICE a arrêté plus de 5000 trafiquants d'êtres humains. Et je veux remercier l'ICE car ils ont été incroyables. Ce sont des gens formidables. Des gens formidables.
Ils sont solides, courageux et ils aiment notre pays. À l'étranger, nous avons également vu des progrès historiques, en travaillant avec nous et en partageant nos renseignements avec eux. Lorsque j'ai pris mes fonctions, l'État islamique contrôlait plus de 30 000 km² de territoire et a perpétré certaines formes des plus odieuses de traite des êtres humains dans le monde. Comme vous le savez, nous avons totalement vaincu 100% du califat de l'État islamique en Syrie et en Irak. Nous avons des milliers et des milliers de prisonniers, des prisonniers d'ISIS. C'est vraiment quelque chose d'incroyable et nous l'avons fait assez rapidement. Car lorsque nous sommes entrés en tant qu'administration, ils étaient partout. Et nous avons eu 100% du califat. Ils sont assoiffés de sang, ils sont horribles. Le fondateur et leader al-Baghdadi, qui tentait de reconstruire l'État islamique, est maintenant décédé. Nous l'avons eu et c'était important. C'était un gros morceau et ce n'était pas une chose facile. Ils se cachaient et ils l'ont poursuivi pendant 15 ans, mais nous l'avons eu. Mon administration exerce une pression sans précédent sur les trafiquants au pays et à l'étranger. Et nous libérons des victimes innocentes à chaque tournant. J'étais fier d'être le premier commandant en chef à assister à une réunion du groupe de travail interagence du président créé par la loi de 2000 sur la protection des victimes de trafic. En novembre, j'ai également été le premier président à signer un décret pour créer une force d'intervention pour les Indiens d'Amérique et les autochtones d'Alaska disparus et assassinés. Je viens de le signer. Et cela avec un accent tout particulier sur les femmes et les filles. C'est une chose incroyable qui s'est produite et nous venons de le signer. J'ai signé 9 lois visant spécifiquement à lutter contre le trafic d'êtres humains aux États-Unis et tout autour du globe. Et en 2018, j'ai signé une loi renforçant la campagne bleue du département de la sécurité intérieure, qui a unifié la lutte du département contre cette crise et qui chaque jour augmente la sensibilisation du public. Nous avons signé, et de loin, plus de lois sur le trafic d'êtres humains auxquelles aucune autre administration n'eût été capable de penser. Merci. Et nous ferons ce qui est nécessaire. Nous ferons exactement ce qui est nécessaire. Il n'y a rien de plus horrible que ça. Nous avons adopté des projets de loi pour lutter contre le trafic sexuel, accroître le soutien aux survivants et relever les normes selon lesquelles nous jugeons si d'autres pays remplissent leur devoir de lutte contre le trafic d'êtres humains. Vous avez des pays qui parlent et qui parlent. Ils sont comme les politiciens à Washington. Ils continuent de parler mais ne font rien. Ils ne font rien et nous dépensons beaucoup d'argent pour ces autres pays. Et s'ils ne font pas leur travail, nous ne l'envoyons pas et le leur faisons savoir. Ils ne le font pas. Et dans certains cas, probablement, ne veulent pas faire leur travail. Et c'est une très mauvaise chose. Nous avons autorisé 430 millions de dollars pour lutter contre le trafic sexuel et le trafic de main-d'œuvre. Et avec l'aide du département d'État, j'ai tenu les gouvernements étrangers responsables de ne pas avoir abordé la traite des êtres humains en imposant des restrictions à l'aide étrangère. De très puissantes restrictions. J'ai également accordé la priorité à l'augmentation du financement des efforts de lutte contre la traite dans mon budget de 2021, en allouant 70 millions de dollars à l'amélioration des poursuites et au ministère de la Justice. Nous dépensons 123 millions de dollars pour soutenir les efforts des États et des collectivités locales. Et ce sont tous de nouveaux fonds. Et ces fonds profiteront directement à ceux qui sont sur la ligne de front et qui sont chargés de faire tomber les auteurs de ces terribles crimes. Et vous pouvez lire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais personne n'a fait plus que ce que nous avons fait contre le trafic d'êtres humains. Donc aujourd'hui, le dernier jour du mois, jour national de la prévention de l'esclavage et de la traite des êtres humains, je vais prendre une autre mesure très décisive. Dans quelques instants, je signerai un décret portant sur la traite des êtres humains et l'exploitation des enfants dans tout le pays. C'est un décret très important. Il s'appuiera sur un travail qui est le travail incroyable que tant de personnes dans cette salle ont fait.
Et tout le travail qui a été fait, et de plus en plus, est en train d'être fait. Vous n'imaginez pas le niveau d'enthousiasme des personnes travaillant sur ce problème. J'ai de nombreux problèmes économiques, nous avons tous des problèmes différents. Mais je n'ai jamais vu un tel niveau d'enthousiasme pour ce problème qu'est le trafic d'êtres humains. Et je dois dire que cela commence avec Bill Barr et Chris Wray, le FBI. Cela commence avec toutes les personnes chargées de l'application des lois. C'est tellement important. Et c'est quelque chose que les gens apprécient vraiment. Alors ils collectent et coordonnent. Ils partagent des informations vitales sur l'application des lois et le renseignement avec d'autres endroits dans le monde entier. Et très, très important, nous avons eu un impact énorme. Le problème est que c'est tellement massif, c'est tellement de monde et tellement de pays. Nous avons eu un impact énorme. Il sera affiché en ligne avec une liste complète des ressources gouvernementales. Toutes les choses que nous faisons et où aller pour savoir ce qui se passe. Cette ordonnance élargit les programmes d'éducation à la prévention, promeut les possibilités de logement pour les survivants et donne la priorité à la suppression du matériel d'abus sexuels et de pédopornographie sur Internet. En outre, et c'est une étape vitale, il nous faut désigner un poste à temps plein ici à la Maison-Blanche dédié uniquement à la lutte contre la traite des êtres humains afin que les gens sachent à quel point c'est important. Le gouvernement des États-Unis continue de travailler avec le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande en consultation avec l'industrie sur un principe volontaire établi. Nous avons un ensemble de principes volontaires pour lutter contre l'exploitation et les abus sexuels des enfants en ligne. Et le niveau de détail, tout ce qu'ils font, personne n'a jamais rien vu de tel auparavant. Les gens qui y travaillent le font avec cœur et un amour incroyable. Ils veulent que quelque chose se passe. Ils ne veulent pas perdre de temps comme les gens perdent depuis de nombreuses années. Même les gens dans cette position, ils ont perdu du temps et pas beaucoup d'argent, je dois vous le dire. Ils n'ont pas dépensé, comme vous le savez, ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent. Nous déployons à présent beaucoup de moyens. Nous avons hâte de lancer ces principes dans les mois à venir. Nous ne nous reposerons pas avant d'avoir arrêté le dernier trafiquant d'êtres humains et libéré le dernier survivant. Je remercie. Bonjour, nous aimons notre président Trump. Oui, nous l'aimons. USA. C'était super. Les Américains avant les clandestins. C'était génial. C'était une des plus grandes expériences de ma vie. Je ne l'oublierai jamais. C'était merveilleux. C'était magnifique. Absolument. Regardez tous ces oncles Tom, hein? Des noirs libres penseurs. C'était fantastique, incroyable. C'est un tel honneur d'avoir pu venir et même voir le président en personne. C'était incroyable. Je viens de rencontrer le président. Il m'a dit que j'étais le mec le plus cool de la pièce. C'était un honneur, merci. Vous savez, je ne pensais pas que je serais ici un jour, le gars de la rue à la Maison-Blanche. En tant que noir, je n'aurais jamais pensé que je serais le premier de ma famille à être invité à la Maison-Blanche. Vous savez, peu de gens pourraient dire ça dans les familles noires. Non. Donc, c'est bien que ce soit réellement passé. Vous savez, je suis entré dans l'histoire dans ma famille. Une expérience incroyable. Beaucoup d'Américains ordinaires y ont participé et ont eu l'occasion de partager des rires avec le président des États-Unis. C'était une expérience formidable. Je lui ai serré la main. Génial. J'ai perdu ma voix là-bas, alors je suis désolé. C'était incroyable. Nous avons passé un excellent moment. De voir le président, le vice-président. Oui, monsieur. De voir tant de conservateurs noirs américains. Il était juste lumineux, une énergie. C'est notre troisième fois à elle et à moi. Et à chaque fois qu'on y va, le président Trump, il est si drôle. Il est juste lumineux. L'énergie est incroyable. Chaque fois, on ressent de la chaleur. Électrisant. Ça m'a donné des frissons. Dès qu'il est entré, la façon dont la foule a explosé là-dedans, c'était comme... Le président a dit que nous lui avions fait sauter les oreilles. J'ai eu l'occasion d'écouter tout ce qu'il a fait pour la communauté noire et je suis juste reconnaissant pour ce président. Je ne l'ai pas soutenu lors de la dernière élection, mais après avoir vu ce qu'il a fait et le discours qu'il a prononcé, il m'a convaincu. Je vais voter pour lui en 2020. Il a fait savoir très clairement qu'il est ici pour faire passer l'Amérique en premier. Vous savez, il y a des gens qui souffrent ici. Mais en attendant, on consacre beaucoup de temps et d'énergie à aider les clandestins ou les personnes qui viennent dans ce pays de façon illégale.
Et vous savez, les démocrates ont fichu le bazar dans nos centres-villes. Mais lui essaie vraiment d'éradiquer tout ce désordre et d'aider les gens de la manière la plus efficace possible. Contrairement aux mensonges et aux promesses vaines des démocrates qui n'ont eu aucun résultat. Les gens se réveillent, les gens changent. Les hommes sont naturellement conservateurs. Parce que nous sommes des êtres humains. On nous apprend à travailler dur pour ce qu'on a. On ne grandit pas en se faisant dire « tu vas avoir quelque chose juste parce que tu le veux » ou « tu n'as pas à travailler pour l'obtenir ». Quand j'ai volé et que j'ai essayé de me procurer un sneakers et que je n'avais pas d'argent pour ça, ma mère m'a tapé sur la main. « Repose ce sneakers !» On ne peut pas se le permettre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les démocrates, eux, disent hey, on va tout vous donner gratuitement. C'est pas vrai, car rien n'est gratuit. Nous payons tout avec nos impôts. Ce sont eux qui travaillent pour nous. C'est Donald Trump qui m'a réveillé, mec. Au début, quand il a été nommé et qu'il a été élu, j'étais pas un grand fan. Mais de voir ce qu'il a fait pour la communauté noire, de voir ce qu'il a fait pour l'Amérique en particulier, je suis devenu un énorme fan. Et il a mon soutien pour encore 4 ans et je vais voter pour Donald J. Trump. Rendez-vous là-bas. Et quand il nous a dit, quand il nous a demandé qu'est-ce que nous avons à perdre, j'ai dit c'est exactement ça. Nos écoles sont terribles, nos collectivités sont horribles, nous devons faire quelque chose, nous devons faire quelque chose. Et il le fait. Mais je sais qu'avec lui, nous allons accomplir un grand changement ici en Amérique. Je pense que beaucoup d'Afro-Américains se réveillent et se rendent compte que Trump est formidable pour l'Amérique. Trump a fait tellement de choses fantastiques, pas seulement pour ceux à qui vous pensez, les Blancs ou les riches, mais pour les Noirs, les Asiatiques, les Latinos, pour tout le monde. Il fait des choses extraordinaires et il va continuer. Et quand il sera élu en 2020, il continuera à rendre ce pays meilleur qu'il ne l'était auparavant. C'est facile de s'enthousiasmer pour notre président qui fait passer vos besoins en premier. Et c'est trop souvent quelque chose que l'on n'entend pas de la part des médias grand public. La façon dont il essaie d'aider l'Amérique à être la meilleure possible. Donc c'était fantastique d'être là. Et vous savez, simplement de lui dire merci de nous défendre. Parce que nous savons qu'il encaisse beaucoup de coups de la part des médias pour nous. Et nous sommes tellement heureux de le soutenir. On peut que aimer cet homme, mec. Il rassemble les gens. Et c'est de ça dont il s'agit. L'unité, les Américains. L'Amérique d'abord, mec. Les médias veulent faire croire aux gens que la communauté noire déteste Donald Trump, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Cet événement en est la preuve, et je sais qu'on peut dire qu'il ne représente qu'une petite fraction de la population noire, mais ils ont des membres de leur famille et d'autres personnes, des amis qui n'ont pas pu venir ici et qui sont ravis qu'eux soient ici. Je ne pense pas qu'ils montreront ça, parce qu'ils veulent montrer que oh, Trump est un raciste. Ils ne vont pas montrer ça parce que ça ne fait pas partie de leur narrative. Ils vont vouloir faire comme si de rien n'était et espérer que ça disparaisse. C'est comme ça qu'ils gèrent une situation gênante. Ils vont l'enterrer, ils vont l'ignorer ou la déformer. Parce qu'ils ne veulent pas vraiment traiter avec la vérité. Et le fait est que le message conservateur résonne en Amérique noire. Et vous savez, comme le temps continue de passer, les démocrates vont finir par devoir en tenir compte. Le peu de couverture que nous obtenons dans ce mouvement semble dire que nous sommes payés, que nous sommes des pions, que nous ne croyons pas vraiment aux voix qui s'expriment et que nous sommes utilisés et payés par des politiciens. Ce qui est tellement loin de la vérité. Mais c'est ainsi qu'ils nous dépeignent. En particulier les conservateurs noirs. Ils aiment nous considérer comme des pions. Au lieu de dire simplement la vérité, on dirait qu'ils ont peur de dire la vérité parce qu'ils savent que notre communauté se réveillerait s'ils faisaient connaître la vérité. Les médias ont pendant longtemps trompé la communauté noire en lui faisant croire que les républicains étaient racistes. Mais lorsque nous étudions notre histoire, nous découvrons que ce sont les républicains qui ont en fait adopté la première loi sur les droits civils et que ce sont les républicains qui ont aboli l'esclavage. Et donc maintenant que nous commençons à apprendre et à penser par nous-mêmes, vous allez voir beaucoup plus de Noirs voter pour les républicains. Nous voyons ça sur le terrain tous les jours, nous le voyons sur les réseaux sociaux tous les jours. Nous échangeons tous les jours avec des personnes qui se réveillent pour voir que ce mouvement a bien lieu. Les conservateurs noirs n'ont plus peur de venir ici et de montrer qui ils sont. Et vous allez assister à une révolution de la jeunesse dans le futur. Ils ne seront plus si jeunes, ils diront ce qu'ils pensent, ils diront la vérité et ils seront fiers de ce qu'ils sont. Des conservateurs. Vous ne pouvez pas les faire taire, vous ne pouvez pas les empêcher d'accéder aux réseaux sociaux et ils resteront toujours fidèles à leur identité. Et nous sommes prêts à nous battre. Vous entendez ? Parce que les gens sont là, n'est-ce pas ? Vous pensez que vous pouvez intimider les gens pour qu'ils arrêtent de faire quelque chose, non ? Nous traiter de crétins, de toutes sortes de noms, c'est ça ? D'habitude, les gens courent se réfugier dans leur KGB après ça. Mais j'ai l'impression que c'est un nouveau mouvement maintenant. Et maintenant, nous sommes prêts à nous battre. C'est très clair, vous me suivez ? Comme les Antifa, ils continuent à persécuter les gens parce que les gens se laissent persécuter. Mais vous voyez la différence ? C'est que nous sommes prêts à nous battre. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens me disent de ne pas porter le chapeau MAGA. Alors j'ai acheté le plus gros chapeau MAGA. Puis j'en ai acheté un encore plus gros. Alors maintenant, si quelqu'un me dit quelque chose, ben, encore un plus grand, c'est simple, vraiment. Quand on fait le bilan, j'ai l'impression que nous avons lancé un nouveau mouvement, c'est une révolution et nous sommes prêts à nous battre. C'est mon message, point final.
Monsieur le Président, je pense vous avoir bien entendu en disant que vous vous attendez à avoir suffisamment de vaccins pour chaque Américain d'ici avril. Alors que nous sommes maintenant à la mi-septembre et qu'il y a eu des questions sur le calendrier, pouvez-vous nous dire entre maintenant et début avril si chaque Américain pourrait avoir un vaccin et à quoi cela pourrait ressembler? Bien sûr, et je pense que nous pourrions même dépasser ces chiffres. Et Scott, maintenant, voulez-vous en c'est discuter au rapidement? tour des vaccins Bien sûr, non comme obligatoires. cela a été dit à plusieurs Regardez. reprises, de l'estrade s'il vous plaît. Ok. Nous avons tous les gens qui participent à la distribution des vaccins ici, mais nous étions en train d'en parler. À la fin de l'année, nous aurons plus de 100 millions de doses produites. Les personnes qui ne figurent pas sur la liste des priorités, y compris les personnes à haut risque, y compris les premiers intervenants, auront la possibilité de se faire vacciner. Personne n'est obligé de se faire vacciner. Au plus tard, en janvier. Et comme nous l'avons dit hier, je crois hier, des centaines de millions de doses seront livrées pour que les gens puissent le prendre au cours du premier trimestre. Ainsi, d'ici avril, tous les Américains qui souhaitent se faire vacciner pourront l'être. Il ne s'agit pas d'une vaccination forcée, bien sûr. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.